Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de t'inviter parce qu'en fait, comme tu le sais, j'ai une école de naturopathie d'hygiénisme et dans l'hygiénisme, à l'école ONED, on souhaite développer et je suis en train d'écrire justement un cours sur la philosophie, les neurosciences, la physique quantique et la spiritualité. Pour moi, ce sont des choses importantes parce que autant à l'école NED, on a une approche très biochimique, très scientifique pour essayer d'apporter ce qu'il y a de mieux au corps humain via l'alimentation, les compléments alimentaires, etc. Mais on ne peut pas dissocier euh, l'être humain en disant qu'il n'est fait que de biochimique et d'alimentaire. C'est aussi un esprit, et c'est à ce niveau-là que nous, en hygiénisme, on souhaite développer cette partie-là. Alors jusqu'à présent, cette partie-là, on l'avait appréhendée grâce à un auteur qui s'appelle Alexandre, je ne me rappelle plus de son nom, qui est un Russe et qui a développé le leadership vertueux. Et ce qui m'intéresse dans le leadership vertueux, c'est qu'il met l'accent sur les notions de vertu. Les vertus, c'est quoi? Eh bien, c'est les qualités de l'âme. Et pour moi, on ne peut pas dissocier un corps humain qui marcherait bien avec des qualités justement d'âme qui lui permettent d'être en paix, en harmonie. Pour moi, c'est la même chose avec deux aspects différents. Et pourquoi en fait je t'ai invité, c'est que je sais que tu as une approche qui permet justement d'appréhender les qualités d'âme, les vertus, et c'est à ce titre-là que j'aimerais que tu interviennes et que tu nous donnes ton point de vue. Ok. Eh ben déjà, merci de m'avoir invité, Eric. Je suis vraiment content de faire ce partage. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Antoine Manitara. Moi, j'ai tout un chemin intérieur qui m'a conduit à travailler sur moi, à vouloir cheminer vers mon âme. Ça s'est fait, on va dire, dans ma vie par un attrait particulier pour le monde naturel, pour le contact avec ce qui est vivant, avec ce qui est beau, aussi un peu avec le passé de l'humanité, les traditions. J'étais toujours passionné par tout ça. Et, euh, et donc, j'ai cheminé toute ma vie, en fait, pour découvrir ce que c'est que vivre avec son âme. Donc, je suis encore en chemin, bien sûr, et je chemine encore. Ça veut dire quoi, vivre avec son âme, Antoine, Eh selon ben, toi? donc, selon moi, hein, c'est vraiment mon Ta partage. définition personnelle, ouais. Ma définition personnelle, c'est en fait d'avoir redécouvert à l'intérieur de soi ce qui est l'essentiel et ce qui est la source de notre être vertueux, primordial. En fait, ce qui nous rend nous-mêmes au-delà de l'extérieur, au-delà des artifices. Euh, Par exemple, quand je suis auprès d'une cascade et que je suis en émerveillement et que je suis dans une sorte de bonheur intérieur, pour moi, je suis avec mon âme. Lorsque je suis dans un état de paix parce que je médite et que je me concentre sur des vertus et qu'à un moment donné, je vis ces vertus intérieurement, ben, pour moi, je suis avec mon âme. Mais ça Et, veut dire quoi, être avec son âme, selon et, toi? ben, en fait, pour moi, c'est vraiment cet état de plénitude intérieure Tu dans, t'unifies à ton âme, tu veux dire? ouais, dans lequel, en fait, tu n'as plus besoin de l'extérieur, tu n'as plus de besoin de combler un manque, que ce soit un manque émotionnel, intellectuel, un désir ou même un manque du corps extérieur. C'est comme si selon ma définition, l'âme est la force de vie qui remplit l'être et qui fait qu'il est totalement lui-même, tu vois, Tu es dans une sorte d'unité, en fait, avec tout ce qui t'entoure. exactement, c'est exactement ça, une unité avec soi-même déjà, premièrement avec soi-même, et ensuite avec le monde qui nous entoure. Moi, c'est Est-ce vraiment que, comme ça que je... est-ce que les problèmes de chacun d'entre nous, c'est juste, toi, tu parles en ce moment, tu mets l'accent sur l'unité. Est-ce Ouais. que les problèmes de santé et les problèmes que chacun d'entre nous peut rencontrer, ça ne serait pas justement lorsque l'âme n'est pas unifiée à elle-même et avec le tout et qu'elle est morcelée ou divisée? Alors oui, justement, c'est une approche qu'on peut vraiment découvrir quand on fait ce chemin intérieur. C'est-à-dire Mm. que moi-même, qui ai eu aussi des défis de santé dans ma vie, j'ai dû me rendre à l'évidence que tout n'était pas dû
au monde extérieur et que prendre des médicaments, prendre des choses, même pour moi, dans ma jeunesse, j'étais malade de certaines de maux qui n'étaient pas des petits maux, mais qui étaient vraiment des choses chroniques des fois. Et par mon cheminement, j'ai découvert finalement que l'état intérieur, qui soit justement un état qui est unifié engendre la santé et un état intérieur qui est morcelé, qui est divisé, par exemple, des pensées, des sentiments qui sont très déséquilibrés, des pensées sombres, négatives, qui finalement engendrent une séparation entre l'être intérieur, l'être extérieur, enfin, qui sépare la vie, va engendrer la maladie. Donc, moi, personnellement, mon avis, et je dirais peut-être même mon expérience, me montre que quand un être retrouve cette qualité de vie naturelle qui est celle de vivre avec son âme, qui en définitive devrait être le naturel, c'est-à-dire tu vois, pour un peu aussi essayer de finir de répondre à la question d'avant, c'est que, par exemple, quand tu es avec ton âme, tu ne peux pas faire de mal. Pour moi, c'est ça ce qui montre c'est quoi l'âme. C'est-à-dire que quand tu vis avec ton âme à l'intérieur, en fait, tu ne peux pas faire de mal. Que ce soit par le geste, par l'intention, par le regard, par la pensée, c'est pas possible. Et c'est justement ça la séparation, c'est-à-dire quand tu sépares ton cœur de ta pensée, tu peux avoir des mauvaises pensées parce que le cœur n'est plus uni à la pensée. Quand tu sépares justement ton cœur de tes actions, bah, tu peux faire des mauvaises actions parce qu'il y a cette séparation. Mais du coup, cette séparation, elle engendre un chaos intérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, que je le perçois. Elle engendre un déséquilibre. Effectivement, ça va jusqu'à toucher le corps qui, lui, quelque part, dans tout ça, il n'a rien demandé parce que le corps, lui, il vit selon les lois de la nature. Il est animé par les éléments, il est animé quelque part par la vie qui est déjà présente dans la nature, sur la Terre. Euh, et la partie de nous qui entre dans une séparation à travers une mauvaise pensée, des sentiments, des actions qui sont quelque part déséquilibrés, qui sont séparés de notre être intérieur, bah, ça engendre une totale disharmonie jusqu'à créer la maladie. Moi, je sais que moi-même, à des moments de ma vie, je me suis rendu malade par une façon de voir le monde, par des émotions, par des pensées. Et que réellement, si on est beaucoup plus éveillé à sa santé, qu'on considère qu'en fait la santé est un bien qui se préserve, qui se cultive, et pas un bien pas un dû, que c'est pas un dû dans notre vie, eh ben, on considère que euh, pour être dans la bonne santé, on doit se réunifier intérieurement. D'ailleurs, on le sent en fait quand notre pensée elle est unie au cœur, unie à notre volonté, et que notre vie entière, nos actions sont en accord avec tout ce qui vit à l'intérieur, on se sent en fait porté d'une énergie. Hein. On se sent, les gens vont dire, je me sens aligné, je me sens posé, clair. Vous voyez, tout ça, c'est des mots qui définissent d'un état intérieur où on arrive à réunifier l'être à l'intérieur et du coup vivre une forme d'énergie qu'on pourrait aussi appeler la santé, parce que la santé englobe en fait, beaucoup plus d'étages que le corps physique. En fait, si je t'ai invité pour parler de ça, et toi, tu insistes beaucoup sur la notion d'âme et tu développes toute ton approche là-dessus, c'est que à l'école UNED, je ne veux pas que la notion de santé se limite à des connaissances de biochimie et puis qu'on utilise les biothérapies. Ça, on le fait et on le Ouais. développe et on essaye de le faire de la manière la plus euh, efficace possible en proposant justement l'intervention de la science pour comprendre des choses. Mais en même temps, à l'école UNED, je souhaite vraiment qu'on parle de vertu, qu'on parle de qualité d'âme, parce que si une personne est en bonne santé, parce qu'en fait, ce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens cherchent à être en bonne santé physique essentiellement. Et à Mhm. côté de ça, on les voit devenir très agressifs, voire méchants, voire même menaçants avec les mots, si un tel n'est pas d'accord avec lui.
et je ne trouve que ça ne peut pas aller avec une démarche de santé. Parce que la santé, c'est aussi être capable de nourrir son âme et on nourrit le corps avec des aliments et on nourrit son âme avec des émotions et des pensées. Et ces émotions et ces pensées permettent de développer des vertus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors oui, bah, totalement. Je pense que même beaucoup de gens font l'expérience dans leur vie, même quand tu es en bonne santé physique, si ta pensée n'est pas claire, si elle n'est pas pure, si elle n'est pas Harmonieuse. harmonieuse, voilà, s'il y a des pensées destructrices, euh, en réalité, tu sens à l'intérieur que tu n'es pas en réelle santé. Et c'est là qu'on peut voir que la santé ne se limite pas au corps. Alors moi, c'est sûr que dans ma vision, dans ce que j'enseigne, dans ce que je partage, j'essaye d'éveiller la réalité qu'on est plus large que ce qu'on croit, que ce qu'on nous a appris en tout cas, parce qu'on nous a appris à nous voir comme un corps principalement, et on prend, on va dire, en considération le corps en premier. Et moi, ma démarche, surtout avec mon chemin, elle est différente dans le sens que j'essaye de prendre en premier le côté subtil, le côté invisible, et de me dire, en fait, si l'invisible est en harmonie, en équilibre, alors les répercussions vont se faire naturellement. Moi, je l'ai observé à de nombreuses façons sur des choses comme par exemple des addictions, ou même ne serait-ce que la nourriture, le fait de choisir sa nourriture. Euh, j'ai observé par mes observations que en travaillant d'une façon spécifique pour nourrir, par exemple, des vertus, pour nourrir un monde sacré à l'intérieur, quelque chose de plus grand, de subtil, eh ben, ça influait naturellement sur le corps physique, mais sur des sphères de plus en plus, on va dire, proches du corps. Donc d'abord le mental, ensuite l'émotionnel, et ensuite le volontaire, l'énergétique, jusqu'au corps physique. Et que par cette façon d'aborder les choses, c'est une chose que chacun peut faire, hein, que chacun peut expérimenter dans sa vie, qu'en prenant le problème d'en haut, dans l'intériorité, dans la subtilité, on voit qu'il y a des répercussions sur tout le reste. Et que, en fait, la guérison, la santé, n'est pas juste une affaire de corps, mais aussi est une affaire d'esprit et d'âme. D'accord. Lorsqu'une personne se guérit, par exemple, d'un trouble de santé, comme j'ai pu le faire dans certaines vidéos où j'ai demandé à mes clients patients de témoigner, euh, on intervient, nous, on essaye surtout d'intervenir sur un plan biochimique. Par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure de cette personne qui avait une coaxiose bilatérale. J'en ai d'autres qui avaient des problèmes d'arthrose, de gingivite, d'autres maladies de Crohn et j'en passe. Euh, Nous, en tant que naturopathe hygiéniste, on essaie d'intervenir essentiellement sur un plan euh, physique, Ouais. nutritionnel, micronutritionnel, etc. Toi, dans ce genre de guérison, même si l'aspect euh, énergétique, voire spirituel, on n'en parle pas trop, est-ce qu'à ton avis, dans chaque guérison, est-ce qu'il est présent? Et dans ce cas-là, tu le quantifies, enfin, si on peut se permettre, il serait dans quel pourcentage? Je ne sais pas si tu peux Oui, répondre à je, telle je question. comprends ce que tu dis. Alors, je peux donner ma vision, hein. Je ne pense pas qu'on puisse donner de pourcentage précis parce que je pense que chaque cas est différent et que chaque patient, chaque maladie ou chaque personne est vraiment unique. Mais je dirais que autant le protocole, autant la façon de faire est importante, autant l'état de conscience qu'on transmet au patient, en fait, va avoir un effet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que, euh, par exemple, se tourner vers la naturopathie, c'est déjà une démarche pour beaucoup de gens. Une démarche qui est déjà un changement de conscience. Déjà de se dire, je vais privilégier de quelque part ma santé en main, d'avoir une action consciente sur ma santé plutôt que de toujours recevoir des médicaments et de recevoir de l'extérieur. Donc déjà, c'est une démarche euh, qui, qui est déjà plus consciente.
Mais dans cette démarche, je pense que le naturopathe, il est, en tout cas moi c'est ma vision aussi, j'ai rencontré plusieurs naturopathes hein, qui m'ont conseillé à différents moments de ma vie. Et, euh, et je pense que l'état de conscience en fait qui est transmis à travers le naturopathe, ou comment dire, euh, le soignant, enfin celui qui soigne en règle générale, hein, je pense que ça ne s'applique pas juste au naturopathe, mais finalement Au thérapeute. Au voilà, à thérapeute tous les thérapeutes, je cherchais ouais. le mot, à tous ceux qui soignent, je pense que ça peut constituer une très grande partie. Dans certains cas, ça peut être la majorité. Dans d'autres cas, ça peut Tu être veux dire la majorité, c'est-à-dire la que majorité de la guérison. l'incidence est majeure. C'est-à-dire que dans ces Sur le cas-là, résultat. Sur le résultat. exactement. D'accord. Moi, personnellement, je le vois avec mes enfants. Euh, je vois bien que leur état intérieur dépend de la qualité de mon état de conscience. C'est une expérience personnelle là, que je partage. C'est vraiment ça, pour tous ceux qui ont des enfants, ils pourront le voir. Donc, tu vois que ce que tu transmets. Alors, pourquoi ça marche mieux avec les enfants? Parce que les enfants, ils n'ont pas de filtre et c'est très, ils sont tellement ouverts qu'ils captent tout. Et un patient, parce que, bon, alors je ne sais pas si on parle de patient dans la naturopathie, mais Patient-client. Nous, on dit client-patient parce qu'on n'a pas le droit de dire patient. Ouais. alors client-patient, en tout cas, quand il fait cette démarche, il est particulièrement ouvert. Et en fait, c'est cette ouverture intérieure qui vient donner en fait un pouvoir supplémentaire, si on veut, au thérapeute, et qui va donner un pouvoir d'action. C'est un peu le même pouvoir, si on veut faire le parallèle, que quelqu'un qui fait de l'hypnose. C'est-à-dire que le patient qui va chez un hypnotiseur, s'il est fermé, l'hypnose ne fonctionnera pas. S'il n'a pas confiance, s'il est fermé, l'hypnose ne fonctionnera pas. Il est obligé d'être ouvert d'une certaine façon. Mais c'est ce qui se passe quand on va aussi chez un thérapeute, généralement. On a une certaine ouverture, on attend euh, une certaine énergie. Et lorsqu'il y a cette ouverture, l'influence du thérapeute peut être absolument énorme, mais en fonction de ce qu'il est. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très vertueux, qui porte des qualités d'âme, de bienveillance, de bonté, d'amour, ça peut entièrement être une grande partie de la guérison. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis parce que quand j'enseigne à mes élèves, je leur explique, je leur donne des protocoles. Et ces protocoles, je leur dis, bon, ils m'ont servi à réaliser tel et tel résultat, obtenir tel et tel résultat. Mais je les préviens très souvent, dans le sens que je leur dis attention de la tentation de faire des copier-coller en se disant, Mhm. j'ai un protocole, donc chaque fois que j'aurai une personne, je vais réitérer mon protocole et ça devrait marcher. Je les mets en garde pour deux choses. Déjà, le protocole physique, hein, avec des compléments Mhm. alimentaires, la nutrition, la micronutrition, ne peut fonctionner, ne peut pas fonctionner en copier-coller parce qu'il y a des subtilités qui vont faire une différence entre telle personne, la personne A, la personne B, la personne C. Donc déjà, un protocole ne peut pas être réitéré à 100% puisqu'il peut y avoir des nuances, des différences entre chaque individu. Donc on voit bien que le protocole ne pourrait pas être copié-collé. Et au-delà de ça, j'ai toujours pensé, et c'est pour ça que je suis content de discuter avec toi, qu'il y a une partie du résultat qui est en relation avec ce qu'émane le thérapeute, déjà sa manière de penser, de parler, qui va Mhm. faire que le client-patient va lui donner sa confiance ou pas, parce que s'il sent qu'il est hésitant, ça ne fonctionnera pas. Et puis, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, il y a peut-être quelque chose, et je me risque à le dire, euh, quelque Ouais. chose qui est plus subtil, énergétique, et qui peut être transmis de manière inconsciente et participer au résultat. Est-ce que tu valides cette approche? Alors, moi, effectivement, je pense que ce que tu dis a une influence majeure et que même au-delà de donner des protocoles, je pense qu'un vrai thérapeute, il a aussi une responsabilité de la qualité d'être de sa vie intérieure, de la qualité d'être de ses pensées, de ses émotions, de ce qui émane de lui. Parce que dans cet acte de la guérison, il y a, selon moi, en tout cas c'est ma vision des choses, il y a une énergie qui circule. Et donc cette énergie, elle est reçue peut-être d'une façon
sans que ce soit réellement conscient, sans que ce n'est pas physique, mais elle est reçue par le patient, par le client patient, et elle agit d'une certaine façon. Et on peut donc dire, en tout cas, moi je suis assez d'accord avec ça, qu'il y a une grande partie, dans certains cas, dans d'autres cas, une plus petite part, mais de la guérison, qui est du thérapeute vers le patient. Et que euh, plus quelque part, il y a un aspect, comme tu dis, un peu spirituel, si on veut, dans le sens que c'est pas palpable et ça vient, on peut essayer de l'expliquer, mais il y a quelque part quelque chose un peu d'inexplicable. Hein. Je sais pas, je vais faire un parallèle pour que tout le monde comprenne. Comme des fois, ces rencontres que tu fais avec des gens dans ta vie, que la vie t'a mis ces gens sur le chemin, c'est inexplicable. Quelque part, tu n'arrives pas à l'expliquer. qu'on appelle les synchronicités. Voilà, exactement. Et je pense qu'il se passe la Là, même chose dans la guérison. le message est un peu entrecoupé en ce moment. D'accord. Alors, Ah, d'accord. bon, Tu m'entends pas bien? oui, oui, ton message est vers la fin, il était un peu coupé. Ce que je voulais dire, moi j'ai une école de naturopathe et hygiéniste, donc j'essaye d'avoir une approche la plus scientifique et rationnelle possible. Euh, lorsque je donne mes conseils à un client patient, je ne lui parle pas de tout ça. J'essaye d'être concret avec des connaissances scientifiques, Ouais, matérielles euh, les plus carrées possibles et les plus en phase ouais, avec la compréhension de nous tous, parce que je ne peux pas me permettre d'introduire des notions que mon client patient ne pourrait pas appréhender parce que telles ne sont pas ses croyances. Ceci dit, ce que je discute avec ouais, toi, c'est que peut-être en Occident, ce sont des notions qui ne sont pas trop admises, mais si on s'intéresse par exemple à la Chine, à certains pays asiatiques, les notions de ki, d'énergie, c'est quelque chose qui leur sont très bien familiers. sûr. Et en fait, mais en tout cas, je le dis comme une proposition et c'est pas du tout une obligation d'adhérer à ce genre d'idées, mais j'ai le sentiment que ce qui émane de nous peut contribuer au résultat. Euh, ce qui émane de nous, qui n'est pas forcément visible, peut contribuer à influencer le résultat et en tout cas influencer la personne dans la bonne direction. Oui, exactement. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de l'expérimenter sans réellement en parler, parce qu'il n'y a pas réellement besoin d'en parler, parce qu'à partir du moment où cette qualité d'être, elle est présente, on l'expérimente dans la thérapie, dans la transmission, et même peut-être de l'expérimenter avec soi-même. Ouais, Parce qu'en l'expérimentant avec soi-même, on peut aussi valider ces choses-là. Parce que c'est vrai que la science moderne, elle est très bien, elle explique tout un tas de choses. Et elle donne des noms sur toutes les molécules, sur toutes les vitamines, sur toutes les choses. C'est très bien parce que ça aide à comprendre des processus. Mais un vrai scientifique doit toujours garder à l'esprit que avant que ce soit découvert, c'était pas découvert. Et donc toujours garder cette curiosité, toujours garder cet élan en fait vers ce qui est encore inconnu, parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, même si on a découvert plein de choses, il y a encore une multitude de choses qu'on ne connaît pas et que ça ne s'arrête pas au physique parce que bah, tu l'as dit toi-même avec les neurosciences, on va dire les recherches atteignent la limite entre le physique et le non physique. Aujourd'hui, la physique quantique a démontré que la conscience agissait sur la matière. Donc, je dirais que même intérieurement, pour tes élèves ou pour tous ceux qui vont étudier ou qui vont pratiquer tout ça, d'avoir cette curiosité, cette ouverture d'esprit, pour moi, c'est une nécessité. Et de mm, l'expérimenter, en fait, d'être toujours soi-même dans une démarche expérimentative, parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens qui ont fait des recherches ont été au début embêtés
parce que leur découverte dérangeait, et puis pour être finalement accepté 10, 20, 30 ans, 50 ans après. Donc, il faut Et garder ça à l'esprit aussi. pour rebondir sur la notion de physique quantique que tu viens de suggérer, ce qui est intéressant dans la physique quantique, c'est que elle va expliquer des choses qui sont dans le domaine de l'inexplicable aujourd'hui. Par exemple, ce que dit la physique quantique, euh, au contraire de la physique d'aujourd'hui qui dit que pour que un protocole soit validé, il faut qu'il soit répété maintes et maintes fois si les conditions sont toujours les mêmes. Et la physique quantique va introduire une notion qui est nouvelle et qui est même majeure, c'est que l'expérimentateur influence l'expérimentation. Et ça Mhm, change tout. Ça veut dire que si on veut le ramener, si on veut ramener ça à l'expérience entre un thérapeute et un client-patient, c'est que le client-patient par le message enfin, le thérapeute va influencer le client-patient et le client-patient va faire des informations qui lui sont données, il va les interpréter d'une certaine manière et ça va agir ou pas. Bon, on mhm, pourrait suggérer l'effet placebo, mais c'est bien plus que ça. C'est que et c'est pour ça que je dis quand il y a des belles réussites euh, lors des protocoles qu'on propose, c'est que c'est jamais le thérapeute lui-même qui est responsable de la réussite. C'est, je dis souvent, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est un mhm, tiers le thérapeute, un tiers le client-patient qui joue le jeu, qui a perçu des choses inconsciemment et qui est en osmose avec le thérapeute. Et ça va évidemment influencer le résultat. Et ensuite, la troisième chose, eh ben, l'intelligence somatique, notre capacité, ce qu'on appelle l'homéostasie, à réguler des constantes et qui va contribuer à la restauration de l'intégrité du corps humain. C'est pour ça que c'est bien, moi je suis content de discuter avec toi parce qu'en fait, je souhaite que l'école UNED garde vraiment son approche scientifique la plus pertinente possible et en même temps s'ouvre aux neurosciences, à la physique quantique, à tout ce qui peut suggérer que l'esprit a un rôle à jouer dans les processus de guérison. Et- tu comprends? Oui, ah bah oui, tout à fait. Mais je pense pour moi, je trouve que c'est une démarche qui est nécessaire aujourd'hui. Parce que c'est être un peu avant-gardiste. Mm. Et comment dire, il faut pousser en fait vers la découverte. Parce que il y a beaucoup de choses, comme je disais juste avant, qu'on ne sait pas encore, qui ne sont pas, on va dire, encore révélées parce qu'on les a pas réellement expérimentées, découvertes, mais qui pourtant existent. Et c'est nécessaire justement d'aller dans cette direction pour pouvoir les découvrir. Sinon, si on ne les découvre pas, Pour conclure cet échange entre nous, tu me disais juste avant euh, de commencer cet entretien que tu allais ouvrir une école fin octobre. Tu peux ouais. nous en dire deux mots, s'il te plaît? Ok. Alors, je vais essayer de dire ça d'une façon assez courte. Alors, je vais ouvrir l'école de la vie nouvelle, qui est un espace dans lequel des êtres vont venir pour d'abord se former, pour retrouver une vie en harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec leur vie intérieure, leur âme, c'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour entrer dans une compréhension et une expérience vivante de ce qu'est vivre avec son âme. Et on va dire, cette école a pour projet d'aussi de pas uniquement travailler dans l'aspect intellectuel ou sentimental ou expérimentatif, mais aussi d'essayer de contribuer d'une façon vivante aussi à des domaines de la vie comme l'éducation, comme l'économie, comme en amenant en fait une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'aborder les choses qui, selon moi, en fait, c'est nécessaire parce que je ne vois, je ne me reconnais pas dans la façon de faire moderne. Je ne me reconnais pas dans la civilisation occidentale et je ne reconnais pas un monde qui va vers la floraison, vers les vertus, vers la beauté, vers quelque chose qui donne envie, en fait, de vivre. Et moi-même, étant une jeune génération, je côtoie aussi beaucoup de jeunes, je vois beaucoup cet appel à quelque chose d'autre. Et donc, l'école de la vie nouvelle, c'est quelque part un- une matérialisation
de cet appel à vivre autrement, à vivre d'une nouvelle façon, en intégrant le subtil, le sacré, l'invisible, avec une vie réelle qui, qui, selon moi, ne peut pas être séparée, en fait. Selon moi, on ne peut pas séparer sa vie intérieure de sa vie extérieure, et l'école de la vie nouvelle va dans ce sens-là. Est-ce que les fondations de ton école reposent sur un socle qui est appréhendable? Est-ce que c'est quelque chose de expérimental essentiellement, spirituel essentiellement, ou en relation avec la physique quantique, avec ce que pourrait apporter la science? Est-ce que c'est une synthèse de tout ça? C'est quoi le socle de ton enseignement? Alors, c'est pas une synthèse de tout ça. Je dirais que plutôt c'est le résultat d'un chemin de vie, parce que moi j'ai cheminé en tant qu'Essénien, et je chemine toujours en tant qu'Essénien, donc c'est une tradition, c'est un enseignement. Et cette école, c'est surtout le résultat d'un chemin de vie qui, qui est principalement tourné vers une vie qui est bien sûr plus spirituelle, mais qui tend à retrouver la vie spirituelle jusque dans le concret de la vie et en fait jusqu'à ce que ça devienne la totalité de la vie. Donc, je dirais pas que c'est de la... Bien sûr, en fait, les processus de la physique quantique, de toutes ces choses, ça se retrouve parce que toute la science met en lumière des lois. Mais je dirais que c'est pas une approche scientifique de la physique quantique, c'est vraiment une approche euh, plutôt initiatique. Voilà, c'est dans ce sens-là que je la nommerai. Voilà, en tout cas, je te dis un grand merci. Merci Euh, à toi, c'est un grand plaisir. Je te dis un grand merci parce que je trouve que ce que tu proposes, même si c'est pas l'objet de mon école, mais en tout cas, ça peut intéresser certains de mes élèves ou le public qui regardera la vidéo parce que aujourd'hui, on est dans une société qui encourage le consumérisme, le fait d'acquérir du matériel pour se sentir vivant. Et je pense que je ne critique pas la matérialité, mais en même temps, si on s'y intéresse trop à la matière, on risque de se couper de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est en nous et c'est quelque chose d'immatériel et c'est la vie spirituelle qui lui permet de s'épanouir, selon ce que je ressens. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça et je trouve que c'est un beau chemin ce que tu fais et c'est une belle œuvre de. J'en ai pas rencontré beaucoup, c'est d'ailleurs ce que j'ai souvent trouvé qui pouvait manquer dans certains naturopathes hygiénistes et je trouve que c'est une belle démarche de faire ça. Moi, je suis vraiment heureux de voir des naturopathes, des hygiénistes qui vont dans cette direction. Alors, bravo, vraiment. Moi, je te remercie pour tout ce que Ouais, tu fais, pour ce que tu es, et je te souhaite le meilleur. À bientôt. Et puis, je rappelle aussi que, alors ça concerne mes élèves. Le dernier dimanche d'octobre, tu ouais. interviendras à 14 heures pour échanger avec mes élèves et ils pourront te poser des questions. Et voilà, là, tu seras en immersion dans mon école. Ah bah ça va être une grande joie de rencontrer tes élèves et de répondre aux questions, de partager, ça va être une grande joie. Et Bon, merci en à tout toi de cas, m'avoir invité. moi, je te souhaite le meilleur pour ton école et que tu puisses faire éclore beaucoup de fleurs autour de toi. Un grand merci. Bah, moi, je souhaite la profusion pour tout le travail que tu fais et vraiment un futur beau qui s'ouvre. Merci Antoine, à bientôt. Au revoir. Très bientôt. Au revoir.